L'arc du Nid est un arc extrêmement complexe à traiter, que ce soit par la façon dont il a été amené, sa construction, ses multiples intrigues se superposant les unes aux autres tout en faisant partie d'un tout bien plus vaste qui se prépare discrètement, ou encore par le développement des différents personnages, ce que Sue veut nous raconter à travers tout ça, et on pourrait même parler d'aspects plus extérieurs à l'œuvre, comme la santé de Sue et ses 2 grosses pauses, les retours très négatifs qu'il a eu tout au long de l'arc, etc. Donc autant vous le dire dès le départ, cette vidéo ne sera pas exhaustive. Déjà car ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais aussi parce que ça ferait trop de taf. De plus, elle sera divisée en 2 vidéos. La première sera une longue explication sur comment cet arc a été amené par des éléments présents depuis le début de l'histoire, comment il s'est déroulé, et quelles en seront les conséquences sur la suite de l'histoire. Puis nous aurons ensuite, dans une seconde vidéo, une véritable analyse narrative de l'arc du Nid. Ah et au passage, les 2 vidéos spoileront, tout comme la vidéo lore sur le Nid d'ailleurs, jusqu'au chapitre 550. Le dernier de l'arc du Nid donc. Enfin bref, ça va être long et complexe, donc accrochez-vous, car nous allons voir ici quel était le véritable but de l'arc du Nid. Pour remonter à l'origine de l'arc du Nid, il va falloir remonter jusqu'au début de l'histoire. Bam ouvre lui-même les portes de la tour et devient donc un irrégulier. Les seuls étant au courant de sa nature sont le Fugue, probablement au travers d'Eden qui sera le premier à le recevoir. Et on ne sait pas trop pourquoi, Yuri Jahad, à qui on a dit qu'un irrégulier venait d'entrer dans la tour, et qui se trouvait étrangement toute proche du premier étage. Cependant, l'existence de Bam en tant qu'irrégulier va forcément être dévoilée au grand jour lorsque ce dernier décidera de passer l'épreuve de l'administrateur, auquel seul un irrégulier peut participer. Il est aussi possible que son identité ait été connue avant ça par le biais de la personne qui a informé Yuri, ou simplement car l'administration du 2e étage aurait informé l'empire de Jahad comme il se doit, mais toujours est-il que certains chefs des 10 grandes familles vont se réunir pour débattre de l'arrivée de Bam dans la tour. Et même s'il ne faut pas écarter l'hypothèse que cette réunion se soit déroulée après la saison 1, je suppose que ce débat a eu lieu pendant les épreuves du 2e étage, car Traomere a bien précisé qu'ils se sont réunis après avoir eu vent de son entrée dans la tour. Cependant, le Fugue va réussir à simuler la mort de Bam afin de cacher cet irrégulier des yeux des 10 chefs de famille et de Jahad. Mais certaines personnes hors du Fugue sauront que Bam a en réalité survécu. On pourrait spéculer sur les connaissances de certains persos, mais on est en tout cas sûr que c'est le cas de Jaina Repelista Jahad, qui va notamment dire à Yuri qu'elle lui dira où est Bam en échange du bébé Zigena. On peut être quasiment sûr que c'était le cas aussi de Macheni, puisque c'est assez évident qu'elle est de mèche avec Repelista, étant donné qu'elle va la voir juste avant Yuri au chapitre 0 de la saison 2, qu'elle saura que Yuri est dans le Hell Express pour retrouver Bam, etc. On peut noter d'ailleurs que Repelista fait mention du retour du prince de Jahad dans le chapitre 0 de la saison 2, et que ce sera aussi le cas de l'autre personnage qui est au courant de la survie de Bam, Gustang, qui y fera mention à la fin de l'arc de l'atelier. Notez bien que Gustang sait non seulement que Bam était encore en vie, mais sait aussi qu'il est bien le fils d'Arlen, ou du moins on peut en être quasiment certain puisque c'est lui qui était derrière tout l'arc de l'étage de la mort, et que Garam Jahad devait plus ou moins être sous son aile, sachant qu'elle est la personne ayant révélé à Bam son identité. Et d'ailleurs, Han Sung-yu est également au courant de l'origine de Bam, plus ou moins, et alors même qu'il était encore régulier puisque sa version donnée dans les tâches cachées savait qu'un jour, le fils de V ferait son apparition. Mais ce n'est pas la seule chose importante concernant Han Sung-yu que l'on va voir dans cette vidéo. En résumé, hormis Gustang, il semble que les chefs de famille et Jahad ne savent pas que Bam est le fils d'Arlen, que c'est juste un irrégulier random, et vont probablement le croire mort, même s'il est possible que certains restent sceptiques quant à l'idée qu'un irrégulier meurt dans un test banal, ou peut-être se douter d'un truc lorsqu'un certain candidat Slayer du Fugue, Joe Violet Grace, va apparaître en saison 2, portant dans son nom celui d'Arlen, même s'il est très probable qu'ils ont pris ça pour une simple provocation de la part de Luslek. Mais en tout cas l'affaire va un peu se tasser, et de toute façon, puisque les chefs de famille n'étaient pas d'accord quant à l'existence de Bam, et que Jahad voulait éviter une scission entre les grandes familles, ce dernier n'est pas intervenu. Pendant ce temps-là, Gustang va manigancer tout l'arc de l'atelier ainsi que celui de l'étage de la mort, afin que Bam récupère 2 fragments de l'épine. Pour ensuite atteindre son objectif à l'étage caché en volant le bracelet de Jahad à la fin de l'arc, à l'aide de la raie mangeuse de trésors qu'il avait refilé à Rachel, déclarant au passage la guerre contre l'Empire, puisque Jahad comprendra instantanément de qui ça vient, ce qui brisera la fragile stabilité que Jahad essayait de maintenir entre les 10 grandes familles. Oui, il avait prévu tout ça, et encore, je ne suis rentré ni dans le détail, ni dans la spéculation. Mais il y a encore un élément d'une extrême importance qui va pousser Jahad à utiliser les 3 ordres pour éliminer Bam, et dont Traomere ne fait pas mention dans son explication, pour la simple et bonne raison qu'il l'ignore. Il s'agit du fait que Jahad va découvrir, à la fin de l'arc de l'étage caché, que Bam est le fils d'Arlen, ce bébé qu'il avait tué il y a longtemps, l'enfant de la femme qu'il avait aimé. Il apprend que Bam n'est pas juste un irrégulier potentiellement dangereux pour l'équilibre de la tour, comme l'a été Urek Madzino, mais qu'il est son ennemi juré. Bref, Jahad va donc envoyer les 3 ordres, 2 visant à éliminer Bam, puisqu'exterminer le Fugue ou tuer tous les passagers du train revient au même de ce point de vue, et le dernier ordre disant d'exterminer la famille Pobido, ordre qui sera volontairement dissimulé par l'administration.
L'Empire va également envoyer l'armée exécuter Han Sung-yu pour avoir caché la mort de l'irrégulier lors du test de l'administrateur en saison 1, mais sera sauvé par Evankel qui était parti on ne sait pas où depuis un moment. Et ils seront tous les deux virés de leur poste et envoyés dans le monde de Karaka par l'administrateur du deuxième étage. Le fait que l'ordre d'exécuter Han Sung-yu n'arrive qu'après la rencontre entre Jahad et Bam renforce d'ailleurs l'idée comme quoi la survie de l'irrégulier a pu rester secrète tout ce temps. Le plan de l'Empire est donc de tuer Bam afin d'empêcher la grande scission, comme le dira Calavan, qui a été envoyée par Adori Jahad, elle-même sous les ordres directs de Jahad. Car cela supprimerait les tensions entre les grandes familles et empêcherait Gustang de posséder cet atout qu'est Bam, ce qui l'empêcherait de faire quoi que ce soit contre l'Empire. Bref, suite à ça, Gustang conclura la saison 2 en s'adressant à l'Empire de Jahad, à ses anciens compagnons, leur disant que cette fameuse scission a commencé. On va donc arriver petit à petit à la préparation de l'arc du Nid. On va vite comprendre que Macheni va prévenir Jinsung que le 4ème corps fonce sur Bam, à la dernière station, afin qu'il aille affronter Calavan et qu'elle puisse ensuite l'attaquer par derrière pour être sûr de le capturer, dans le but de pousser Bam à venir le sauver plus tard, au Nid, afin de piéger Bam et le fugue. Du moins, c'est ce qu'on comprend dans un premier temps. Car les coulisses derrière tout ça sont en réalité bien plus complexes. Déjà, il faut savoir que la bataille du Nid avait été prévue longtemps en avance par l'Empire de Jahad, et qu'elle avait en réalité pour seul but de se préparer pour la grande guerre qui arrive, résultat de cette scission entre les 10 grandes familles. Je vous préviens, va falloir s'accrocher car ça va être un peu complexe. Pour commencer, l'armée de Jahad devait consolider ses liens avec la famille Khun et la famille Lopobia, tout en gardant un minimum les Pobido sous contrôle, la majeure partie de ses membres ne sachant pas que l'un des 3 ordres de Jahad consistait à les exterminer, et sachant que de nombreux Pobido font partie de l'armée, et qu'il ne faudrait pas qu'ils se mettent d'un coup à se rebeller par crainte d'être exécutés. Et donc, afin de ne pas déclarer la guerre officiellement à la famille Pobido, Jahad va demander à ce que ce soit la famille Lopobia seule qui entre en guerre avec la famille Pobido. Et en échange, la famille Lopobia va poser 2 conditions. La première, c'est de remplacer l'ancien 4ème corps dirigé par Calavan par des membres de la famille Lopobia, probablement afin de gagner encore en influence, sachant que le 5ème corps semblait déjà être quasi exclusivement composé de Lopobia. 5ème corps qui sera d'ailleurs envoyé au Nid par Adori afin de consolider cette alliance entre l'armée et les Lopobia, qui enverront de leur côté des troupes supplémentaires en guise de bonne foi, avec Dokoko notamment. Adori, qui, je le rappelle au cas où, est la commandante en chef de l'armée de Jahad, en plus d'être la plus puissante princesse de Jahad active, va donc placer Pobido Liborik Khun en tant que commandant du 4ème corps à la place de Calavan, qui avait échoué à attraper Bam et avait donc été rétrogradé, afin de non seulement faire cette alliance entre les familles Lopobia et Khun, et de garder les Pobido sous contrôle, mais aussi afin de sacrifier le 4ème corps actuel, composé de membres fidèles à Calavan, et de reconstruire à la place un corps composé uniquement de gens fidèles envers Jahad, et de membres de la famille Lopobia, afin d'être sûr de garder le plein contrôle de l'armée. Pour ce faire, Liborik va se servir de Khun In-Luch, qui se sacrifiera pour détruire le vaisseau du 4ème corps afin d'emporter la cage et les chiens avec lui, et sacrifier les hommes de Calavan au passage pour reconstituer le 4ème corps plus tard avec les membres qu'il veut, et en éliminant d'un même coup Khun In-Luch qui n'était pas vraiment fidèle et n'était là que par contrainte, donc qui ne serait pas quelqu'un de fiable dans la guerre qui arrive. Au final, ça n'aura pas d'impact sur la cage, grâce à Bam qui se servira du pouvoir des âmes et de la 2ème épine pour téléporter l'aiguille et éviter les pertes du côté des chiens, mais ça nous permettra au moins de bien comprendre à quel point cette bataille contre le Fugue n'est au final qu'un outil pour l'armée de Jahad, afin d'avancer ses pions en vue de la guerre contre les Pobido, et de manière plus globale, pour la scission entre les 10 grandes familles qui se profilent, et qu'ils se fichent complètement du Fugue. Et ça va nous permettre aussi de voir le flashback où Jahad va défoncer Kelelam, ce dont on reparlera dans la vidéo d'analyse. La 2ème condition de la famille Lopobia, ou plutôt de Traomere, était qu'on le laisse s'occuper du cas de Bam. Mais tout d'abord, côté Khun, il y aura Macheni en plus de tout ça qui sera véritablement aux commandes de cette bataille du Nid. Et afin de créer de toutes pièces cette bataille dans le but de faire ce qui a été expliqué plus haut, elle va capturer Ha Jinsung. Peut-être d'ailleurs qu'elle a laissé Jinsung se battre contre Calavan afin de l'affaiblir et de faire en sorte qu'il échoue à capturer Bam, voire même qu'elle espérait qu'il perde face à Jinsung, et qu'elle arrive à la fin pour finir le travail, afin que Calavan soit rétrogradé et qu'on puisse mettre Liborik à sa place. Mais bref. La question qui se pose maintenant est de savoir pourquoi le Nid a été choisi comme théâtre de toute cette bataille montée de toutes pièces. Et bien là, il faut revenir à la famille Lopobia. Tout d'abord, c'est bien évidemment afin que le lieu de cette guerre soit directement lié au bateau-mère des Lopobia, et qu'ils puissent donc pleinement y intervenir en y reliant des téléporteurs. Mais ce ne sera pas juste pour la guerre en soi. Le principal objectif des Lopobia, le principal objectif de Traomere en fait, c'était de tester Bam, et s'il le jugeait digne, de le soumettre à son contrôle, notamment à travers la prise d'otage de Ha Jinsung. Et là, il y a un point essentiel à retenir pour vraiment comprendre les raisons derrière tout ça. L'équilibre de puissance entre les 10 grandes familles ne vient pas de ses membres. Sinon, les Ha, les Khun et les Aryé seraient bien plus puissants que les autres.
Non, cet équilibre vient uniquement des chefs de famille. En fait, je vous l'ai déjà dit, mais l'écart de puissance entre les irréguliers et les autres est tel que n'importe quel chef de famille pourrait exterminer la totalité de la famille d'un autre sans problème. Et même si certains chefs sont plus forts que d'autres, les dégâts collatéraux d'un tel affrontement seraient immenses. C'est pour ça par exemple que Gustang n'est pas allé se battre contre Traomere à la fin de l'arc, car sinon tout le monde aux alentours serait juste mort. Il n'y a qu'à voir le Shinmonryu de Traomere, qui n'est qu'une attaque parmi tant d'autres pour lui, mais qui a failli tuer toutes les personnes se trouvant au nid, y compris des hauts rankers du top 100. Cependant, là où cet équilibre pourrait être rompu, ce serait à travers l'apparition d'une deuxième force similaire à celle des chefs de famille, qui prendrait le parti de l'une d'elles. Et c'est justement ce que veut faire Traomere avec Bam. Il croit en son potentiel immense et souhaite donc le faire entrer dans sa famille pour avoir un avantage sur tous les autres. Et c'est pour ça qu'il a choisi de l'attirer au nid. Mais ce n'est pas tout, car Machini a aussi son propre agenda. En réalité, elle a ramené Bam au nid afin qu'il l'aide à récupérer ce qu'il y a à l'intérieur du cristal au centre du nid, dans lequel Traomere a enfermé quelque chose d'extrêmement important pour lui, le Léviathan. Machini n'a aucune idée de ce que c'est. Cependant, son seul but est de créer encore plus de chaos, et elle se dit que cette chose secrète est forcément intéressante. D'ailleurs, on sait également que d'après elle, ce n'est pas que la famille Pobido qui agit de manière inhabituelle dernièrement, mais aussi la famille Ha, et il est très probable que ce soit aussi de son fait. Tout d'abord, elle a capturé Ha Jin-sung non seulement car il était le maître de Bam, mais aussi car c'est quelqu'un d'important pour la famille Ha, malgré ses crimes. Ensuite, on sait qu'elle est liée à Repelista. Or, c'est Repelista qui a envoyé Yuri rejoindre Bam dans le train, ce qui est interdit pour une rancœur, Yuri qui finira aussi par aller à l'étage de la mort, ce qui est interdit pour une princesse de Jahad, et qui défendra Bam, un membre du Fugue, à l'arc de la dernière station, ce qui est interdit tout court en fait. Et elle sera donc arrêtée, ce qui va créer encore plus de tension avec la famille Ha, sachant que Yuri est un peu la petite protégée de Ayurin, la chef de famille. Et d'ailleurs, notez aussi dans un coin de votre tête qu'il y a toujours cette histoire de pari entre Yuri et Machini au sujet de l'Avril Vert. Bref, il est évident que tout ça était plus ou moins prémédité car il était facile, connaissant le caractère de Yuri, de prévoir qu'elle allait faire tout ça en dépit des règles et de sa position. Et on peut même aller encore plus loin dans les plans de Machini et de Repelista quand on sait que Repelista a récupéré le bébé Zigena que Yuri lui a rapporté et que ce bébé Zigena produit un bijou qui faisait la fortune de la famille Yeon, qui contrôlait la naissance des Zigena afin d'en contrôler la rareté. Bref, là encore, Repelista a sûrement créé des tensions avec une autre des 10 grandes familles pour préparer la grande guerre qui arrive. Mais il y a encore une personne qui, comme Machini, va vouloir faire en sorte que Bam prenne le Léviathan. Il s'agit du fameux capitaine. Ce capitaine, ou ces capitaines, c'est un peu flou, qui semble tout préparer en amont depuis très longtemps étant donné qu'il avait prévu l'arrivée de Bam et en avait même fait part à Cha et Do-won juste avant l'âge de la coexistence, avant qu'il ne soit enfermé dans les murs. C'est intéressant de noter qu'il a parlé à Do-won de Bam comme d'un monstre, qui déclencherait une guerre faisant de nombreuses victimes, tandis qu'à Cha, il l'a décrit comme quelqu'un qui réaliserait son rêve, serait de sang noble et aurait un grand destin. Ensuite, au début de la saison 3, il a envoyé Yul et Kel prendre Yeon Ewa et Hong Dan-hwa en otage, afin d'obliger Bam à les accepter plus ou moins à leur côté, et à avoir une certaine pression sur eux, ce qui leur permettra de suivre Bam pendant l'arc du nid, et de l'aider à récupérer le Léviathan. On peut avoir un aperçu de toute l'influence qu'a le capitaine en remarquant qu'il possède un objet appartenant à la base à Traomere d'ailleurs. Mais encore une fois qu'il veut à tout prix laisser enfermer, sachant que les irréguliers peuvent briser n'importe quel sort. Et vous auriez raison. Vous auriez raison si Traomere n'avait pas justement préparé tout l'arc du nid lui-même dans le seul espoir que Bam puisse libérer le Léviathan et s'en emparer, ce qui est très fortement suggéré. Mais pourquoi donc? Eh bien tout simplement car il ne peut pas contrôler Léviathan, mais qu'il pourrait très bien contrôler Bam, qui contrôlerait lui-même Léviathan à côté, grâce à l'otage qu'est Ha Jin-sung. Plan qui tombera à l'eau en partie vu que Machini va libérer Jin-sung, enlevant un de leurs moyens de pression. Ajoutez à ça les fameux souvenirs dont Traomere s'est débarrassé en les enfermant dans Léviathan, et dont Léviathan a fait part à Bam. Bref, on sent qu'il y a quelque chose derrière cette relation entre Léviathan et Traomere, qu'il y a quelque chose avec ses souvenirs, et que Bam pourrait servir de médiateur entre tout ça. Et donc c'est ce mélange de tout ça qui va mener à l'arc du nid. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit l'importance de prendre du recul et de faire des relectures. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, et dites-vous bien que je n'ai pas fait de théorie pour le moment. Mais bref, en préparation de l'arc du nid, Bam va s'entraîner avec Evankel, puis va chercher à se rallier Yama. On va avoir l'arc de la cage et du mur de la coexistence, où on va nous teaser un peu toute l'intrigue autour des Baylord et de Yasracha, avec Kalelam qui va chercher à tuer Bam pour éviter la grande guerre qui se prépare et veut contrôler le peuple canin de Yama pour aller protéger le mur de la paix et de la coexistence, et au final se préparer à se défendre et non à attaquer. Sauf que Jahad va retourner son pouvoir de prédiction contre lui, et va profiter de son plan pour envoyer Calavan rallier les héros du mur à sa cause, ou les tuer, et envoyer Yasracha pour s'occuper du clan de Yama. Yasracha qui ne tuera pas Yama puisqu'il a toujours cherché à convaincre les fils de Wang Wang de partir loin de la famille Lopobia, loin du danger, ce dont on reparlera aussi dans la vidéo d'analyse. Et Liboric va le remarquer d'ailleurs. Mais bref.
Après avoir retourné le plan de Kelelam contre lui, Jahad a mis en place les dernières pièces permettant à l'Arc du Nid de commencer réellement, avec les acteurs que l'on connaît. Bam va juste avoir à battre un ranker de la RAO pour faire parler de lui et ramener de nouvelles troupes, comme Sophiatan par exemple. Yama, ses frères et son clan vont le rejoindre pour se venger de Yasracha et récupérer les chiens pris en otage. Waryun, qui avait disparu depuis l'arc de la dernière station, est revenu vers Bam juste avant l'arc du Nid. On ne sait pas d'ailleurs quel était le but de son fameux voyage, mais il semble que ça ait un rapport avec les anciens du Fugue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est en contact direct avec Grace Mirka Luslek, le leader du Fugue, qu'elle agit selon ses directives, et que ce dernier ne viendra pas au Nid, afin d'éviter d'impliquer la présence d'un chef de famille et de compromettre Bam. Ce qui ne changera rien au final, puisque Traomere va se pointer. Mais bref, on arrive donc enfin au Nid. Donc pour rappel, Bam part secourir son maître Ajinsung, enfermé au cœur d'un endroit qu'on appelle le Nid, une base appartenant à la famille Lopobia, composée de 3 murs de défense et au centre duquel se trouve un cristal de suspendium géant, faisant flotter tout ce qui se trouve aux alentours, et dans lequel Traomere a enfermé le Léviathan. Je ne vais pas vous détailler tout le déroulé de l'arc, car ça n'aurait pas un grand intérêt, vous l'avez déjà lu après tout, mais je vais un peu appuyer sur certains points importants à retenir. L'arc du Nid est découpé en 3 parties, les batailles du premier et du deuxième mur, le jeu chacun pour soi, Dieu pour tous, avec la 4 Tower, et enfin la dernière partie où tout part en couille avec l'arrivée de Traomere. Bam et ses alliés vont arriver au Nid et vont rapidement passer le premier mur de défense, notamment grâce au coup de main de Kelelam et Soho qui vont envoyer la cage de l'autre côté. Et ensuite viendra la bataille pour faire tomber le second mur. Ce qui est important de noter ici, c'est que l'Empire de Jahad va sciemment envoyer du menu fretin se faire massacrer par les hauts rankers du Fugue, afin de les épuiser, de faire une guerre d'usure quoi, et aussi de faire marcher leur propagande. Le Fugue, en faisant beaucoup de victimes, va choquer la population et passer pour un vrai groupe d'extrémistes qui n'ont aucune revendication légitime, dont le seul but est le chaos, ce qui va permettre ensuite de justifier que l'armée de Jahad ait les pleins pouvoirs pour pouvoir apporter des réponses fermes et efficaces à ce danger. Car un pouvoir totalitaire a besoin d'un ennemi qui fasse peur à la population pour se maintenir en place, afin de justifier son autorité et de discréditer toute opposition. Bien sûr, ça va aussi être l'occasion pour l'armée de se débarrasser en partie du 4ème corps de Calavan, comme prévu. Bref, après diverses péripéties, ils vont réussir à traverser le 2ème mur et vont se retrouver face au 5ème corps, celui de Yasracha. Et on va donc pouvoir passer à la 2ème partie de cet arc. On aura donc, pour passer le dernier mur, le jeu chacun pour soi, Dieu pour tous, qui se divisera en 2 morceaux. D'un côté, on a ceux qui seront sur les cartes et devront avancer jusqu'au bout en affrontant des ennemis placés dans des cages de temps en temps, afin d'atteindre un téléporteur leur permettant d'aller où ils le souhaitent, ennemis qui sont des peuples que Yasracha a capturés et à qui il promet la liberté en cas de succès, soit dit en passant. On a Calavan d'un côté qui va aller vers Liboric, Evankel de l'autre qui a appris grâce à l'Efave qu'il y avait un téléporteur menant au bateau mère Lopobia et venons qu'aller le détruire pour éviter que toute la famille Lopobia débarque au Nid. Bam qui veut aller sauver Jinsung, et Yama qui veut aller défoncer Yasracha. Et de l'autre côté, on a la 4 Tower, où des alliés ou ennemis devront aller capturer des souris leur permettant de se rendre sur le terrain d'un participant, ou de faire un mini-jeu pour acheter des trucs permettant de faciliter l'avancée des gens sur la carte. Bref, un jeu bien complexe comme Shu en a l'habitude. Côté Evankel, l'Efa va le rejoindre ainsi que Han Sung-yu, après avoir battu Aracha. Ils iront sans trop de problèmes au bout de la map, mais seront téléportés à 2 endroits différents étant donné qu'il y a en réalité 2 portails menant au bateau mère des Lopobia. Côté Calavan, il va se retrouver juste en face du téléporteur mais devra attendre que quelqu'un de la 4 Tower vienne sur sa carte. Ce qui sera le cas avec Ha Chong-yi après son non-combat contre Ha Sacha et son pouvoir des RTT. Côté Yama, on aura une carte à faire en ligne droite avec seulement des cages et des ennemis à abattre, mais avec une surprise au milieu, Yasracha sera dans l'une de ces cages. Et après avoir montré son animalisation, il va complètement défoncer Yama avant que Doom ne vienne le rejoindre. Il sera sauvé par le groupe de Khun qui achètera un objet permettant de renvoyer un ennemi dans sa cage. Doom va ensuite planter le croc de son père dans la poitrine de Yama, et ils vont finir la carte, puis retourner affronter Yasracha. Enfin, côté Bam, si tout se passe bien au début, ça va vite changer avec l'arrivée de White sur le terrain. C'est un gros morceau de l'arc dont je vais plutôt parler dans la partie analyse, mais pour résumer, Bam va fuir dans un premier temps, Arya va débarquer sur son terrain, se battre contre Bam au début, puis l'aider contre White quand elle comprendra qu'il peut briser son sort. On aura un combat en 3 phases donc. La première où Bam et Arya chercheront à gagner du temps pour s'enfuir avec le tremplin, avant que White ne révèle à Bam qu'il a bouffé Akrator et Prince dans le train. Une deuxième phase où Bam va se faire défoncer et où White va au passage décapiter Arya, et enfin une troisième phase où Bam va faire exploser tout son pouvoir et battre White à l'aide de Khun et Rak, en absorbant au passage les âmes que ce dernier a bouffées depuis qu'il est sorti du train. White va donc régresser, et Vincent va prendre la place de son frère Oakin pour ce qui est du contrôle de White. Enfin, Bam va finir sa carte sans avoir à battre le boss de fin, Hybrider, puisqu'il sera libéré par un des 3 membres de la famille Khun envoyé par Macheni. Et à côté de ça, pas mal de persos seront toujours présents dans la 4 Tower. Et c'est là que ça se complique, car on va entrer dans la 3ème partie de l'arc du Nid.
Mullove et Evankel vont arriver vers l'un des téléporteurs, celui présent dans la Cat Tower, duquel va sortir White Garment Widow notamment. Je ne vais pas vous refaire tous les membres de la famille Lopobia, vu que j'en ai déjà parlé dans la vidéo lore sur le nid. Il va libérer le Léviathan, l'absorber et détruire le cristal. Entre temps, il est important de noter que Traomere va épargner Yu Gansung lorsqu'il entendra ce dernier parler de fragments du contrat d'immortalité, nous précisant que son ami le recherche. Je vous renvoie vers la vidéo lore sur les 10 grandes familles et sur le top 100, mais pour rappel, on sait que d'après le lore non canon, Endolok Bloodmother est le seul chef de famille qui n'a pas passé le même contrat d'immortalité avec l'administrateur du 100e étage que les autres grands guerriers, et qu'il se nourrit de la durée de vie de ses propres enfants pour continuer à vivre. On sait aussi, toujours d'après le lore non canon, que Yuan Sung est lié à la famille Endolok, et enfin, on sait que Yuan désigne quelque chose de limité, de fini, et que Sung veut dire qui a la caractéristique de. Tout ceci est d'ailleurs à mettre en parallèle avec ce qu'il dira à Aracha avant de le tuer. Les chefs des 10 grandes familles ont abandonné leur humanité en échange de l'immortalité. Je ne suis qu'un fragment limité qui veut les détruire. Et je ne parle pas du fait qu'il savait, alors qu'il était encore régulier puisqu'on parle là de sa version donnée à l'étage caché, que Bam est le fils de V, alors que l'existence même de V est l'un des plus gros secrets de la tour, et que son lien avec Bam semble être inconnu même des membres les plus haut placés du Fugue. Bref, on sent qu'il sera un personnage très important à l'avenir, surtout en ce qui concerne la famille Endolok. Et tout ça nous apprend au passage que Traomere semble avoir de bonnes relations avec Bloodmother, ce qui nous permet de mieux situer une autre des 10 grandes familles sur le conflit qui est en train de se jouer. Traomere va ensuite ramener à lui Yasracha, Yama et Doom. Ils vont un peu essayer de se battre, puis Bam va se pointer, faire face à Traomere, et ce dernier va lui proposer un mariage pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Bam va refuser, et Traomere va faire son Shinwonryu. Sauf qu'entre temps, Gustang va se pointer seul devant le bateau-mère Lopobia, et se mettre à détruire tout un tas de vaisseaux. Traomere va être mis au courant, et va stopper son attaque. Les autres vont en profiter pour s'enfuir, et ils seront éparpillés un peu partout puisque les Fav va péter le portail de téléportation pendant qu'ils le traverseront. À côté de ça, Machani va modifier l'adresse de téléportation du groupe de Kun et Waryun pour les séparer de Bam. Alors, pour résumer, on aura donc d'un côté le groupe qui va fuir dans l'aiguille grâce à Sophiatan et atterrir dans le jardin de neige parfumé, avec Evankel, Sora, Mullove et des chiens du clan Yama. D'un autre côté, Yama, Doom, Karaka, Dowan et Yasracha qui se retrouveront face à une armée d'hommes bêtes contrôlée par un ranker random nommé Fates. On aura Aland, Pudidi et Perseus qui seront téléportés en plein milieu du bateau-mère de la famille Pobido et qui vont devoir s'y infiltrer, et le vaisseau de Kun, Waryun, Rak, Arya, Vincent, Yule et Kel qui se retrouvera face à Gustang et qu'il ramènera également à son bateau-mère, l'Arche de la Connaissance. Bateau-mère où l'on retrouvera Rachel et ses compagnons, Akriung, Hayura, Mikael et la fille qui est très probablement la fille d'Akraptor. Et enfin on aura Bam, Jinsung et Cha, ainsi que Traomere qui va taper l'incruste. C'est là que Jinsung arrivera à proposer un tournoi à Traomere en mettant la main de Bam en premier prix, un tournoi auquel d'autres familles pourront participer, ce qui l'arrange car ça permet de vraiment légitimer l'arrivée de Bam dans sa famille en cas de victoire. Victoire dont il semble être assez certain. Ils croiseront ensuite le chemin du vaisseau de Lilial, une princesse de Jahad qu'on avait déjà vue à l'étage 39, dans l'arc de la station Namehunt, et qui nous avait un peu teasé une intrigue sur la confrontation entre certaines princesses de Jahad d'ailleurs. Enfin, on sait que Bam va demander à Traomere la permission de participer lui-même au tournoi et d'annuler le mariage en cas de victoire, chose que Traomere va très étrangement accepter, posant en échange une condition à Bam, condition qui nous est encore inconnue. La nouvelle de l'organisation de ce tournoi va se propager et arriver aux oreilles de Handorzi, qui est accompagné d'Anak, et qui va donc naturellement vouloir foncer au tournoi. Notez d'ailleurs qu'Anak fait mention de l'endroit indiqué par le voyageur, personnage qui a été introduit dans l'arc de l'atelier, et qui est centré sur l'intrigue d'Emily, elle-même très liée à Rachel. Je vous renvoie vers la vidéo sur toutes les intrigues si vous voulez plus de détails, et en parlant d'Anak, l'arc va se conclure sur le retour de son ennemi juré, l'un de ceux qui ont tué ses parents, membre de la R.E.D. et désormais membre de la garde royale, Lopobia Ren, qui aura pour but de tuer Bam. Et donc, vers où tout ça nous mène? Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on se dirige vers une guerre opposant deux grandes puissances, les Lopobia aux Pobido. Ça va donc être une guerre d'une très grande ampleur, dont le nid n'était vraiment que les prémices. Mais en réalité, ce qui se joue là derrière est le début d'un conflit encore plus grand entre les 10 grandes familles. Les Pobido sont clairement les ennemis de l'Empire de Jahad officieusement, mais officiellement ils vont juste entrer en conflit avec les Lopobia, comme si ce n'était qu'une querelle entre deux familles. Ce que Jahad a planifié afin d'éviter que ce soit trop le chaos au sein de sa propre armée, dans laquelle se trouvent des Pobido. Mais à côté de ça, la famille Ha semble aussi créer des tensions, que ce soit avec Ha Jinsung un peu, mais aussi et surtout avec Yuri, qui va être jugée pour ses crimes par l'Empire de Jahad, alors qu'elle est adorée par la chef de famille, Hayurin. Hayurin va donc certainement chercher à la protéger et va sûrement s'opposer à Jahad, ce qui va créer des tensions.
Du côté des familles qui se rangent du côté de Jahad, on a les Lopobia, les Khun et probablement les Endolok, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, la relation entre Traomere et Blood Mother a l'air plutôt bonne. Ensuite, on sait qu'il y a toute cette intrigue autour du bébé Zigena en ce qui concerne la famille Yeon, même si on ne sait pas exactement ce que Repelista va en faire. Et donc il nous reste les familles Ari, Arie, Eurasia et Tuperi, dont on ne sait pas grand chose concernant ce conflit. On sait que la famille Ari est assez pacifiste, et donc on peut imaginer qu'ils chercheront le moins possible à prendre position. La famille Arie, elle, est la plus influente des 10 grandes familles, elle n'a donc pas vraiment d'intérêt à s'impliquer dans une guerre, car elle n'a pas grand chose à y gagner, et c'est une grande famille qui se la joue un peu noble. Je la vois bien regarder tout ça de loin sans vraiment s'impliquer. Mais après, tout dépend aussi de la relation qu'a son chef de famille, Arie-hun, avec Jahad. C'est assez difficile d'avoir une idée de ce genre de truc. La famille Eurasia, elle, a des relations très tendues avec la famille Pobido depuis toute l'histoire entre Blossom, Gustang et leur fille aînée Jahad, qui a sombré dans la folie en apprenant les secrets concernant Arlen Grace, et a été enfermée par l'empire de Jahad depuis. Ce qui a mené à la séparation de Blossom et Gustang, et à l'interdiction pour les membres de ces deux familles de se marier entre eux. C'est un cas assez complexe car on ne sait pas si cette rancune va les pousser à s'opposer à la famille Pobido, ou si au contraire ça va les pousser à s'opposer à Jahad, qui est le véritable responsable de tout ça. Je vous renvoie à la vidéo sur les princesses de Jahad concernant toute l'histoire avec Aîné, la création des princesses par Gustang et la façon dont Jahad a cruellement détourné tout ça à son avantage, car c'est un point assez complexe. Et enfin, on a les Tuperi, dont on ne sait toujours absolument rien. Sérieux, ça fait 550 chapitres que leur nom n'a toujours pas été mentionné une seule fois, je me demande ce que Sue nous prépare avec eux. Bref, on est dans une situation complexe, ayant beaucoup d'inconnus, et c'est assez difficile d'imaginer ce qu'il va se passer autour de cette scission entre les 10 grandes familles. Et autour de cette intrigue majeure concernant ce conflit interne de l'empire de Jahad, gravitent plusieurs intrigues secondaires. Déjà, on voit bien que l'intrigue se divise en deux parties. On a d'un côté Bam et cette histoire de tournoi, de l'autre Khun et Rachel chez les Pobido. Côté Bam, tout d'abord, on ne sait pas encore quelle forme prendra ce tournoi, donc c'est assez difficile de savoir comment ça va se dérouler, mais on sait que les différentes grandes familles seront invitées à y participer. Or, toutes les grandes familles ont un intérêt à avoir Bam dans leur famille. Ce tournoi sera donc littéralement une guerre entre grandes familles aux apparences de compétition, ayant pour but d'obtenir une arme stratégique importante. Un irrégulier. On sait aussi que cela va concerner au moins deux princesses de Jahad, Lilial et Andorzi, donc on peut se demander si on se dirige vers le fameux arc des princesses de Jahad, dont Sue parle depuis si longtemps, et qu'il a teasé de nombreuses fois. Mais perso je ne pense pas, car j'imagine l'arc des princesses de Jahad comme un arc aux répercussions énormes, impliquant quasiment toutes les princesses importantes, donc avec Adori, Aîné, etc., et dans lequel on aurait de nombreuses révélations ultra importantes concernant toute l'intrigue avec les 13 mois, Arlen Grace, etc. Donc je pense que c'est un peu tôt pour le moment, mais on sait jamais. Toujours du côté de Bam, il y a Andorzi et donc Anak qui vont le rejoindre. Anak qui est très probablement de la famille Lopobia d'ailleurs. Bref, il pourrait y avoir une intrigue autour d'elle et de Lopobia reine. Et enfin, on peut aussi se demander si d'autres princesses de Jahad encore régulières prendront part au tournoi, sachant qu'il y a une intrigue qui nous a été teasée à ce sujet à propos d'un conflit entre Arie Rose Jahad et Endolok Glanmeri Jahad, auquel se sont liés Lilial et Chilial, ainsi que Maria, la demi-sœur pour laquelle Agero a comploté pour la faire devenir princesse et qui est une personne extrêmement importante pour lui et son développement personnel. Sachant aussi que Macheni, oui, encore elle, collaborer avec Chilial et Lilial à la station Namehunt. Bref, il y a de nombreuses possibilités, mais je n'imagine pas cet arc régler tout ça. Surtout ceux qui tournent autour de Maria, vu que ça risque plutôt de se régler avec l'arc de la famille Khun ou celui des princesses. Mais je pense que Sue a justement écarté Agero de l'intrigue du tournoi, avec Bam, pour faire entrer Maria dans l'intrigue sans avoir à parler de sa relation avec lui. Et cet arc pourrait nous permettre de dégrossir un peu tout ça, de développer encore plus ce conflit entre princesses régulières et les grandes puissances qui les soutiennent en arrière. Et bien sûr, à côté de ça, on aura l'intrigue avec le groupe de Yama qui semble suivre une partie de l'armée Lopobia en préparation de la guerre, et le groupe du jardin de neige parfumé dont on ne sait pas trop quel sera le but, s'ils en ont un. Et enfin on peut noter qu'il y a toujours le groupe de Wangnan qui grimpe la tour, actuellement, et qui ont donc un petit lien avec l'intrigue des Mini, via Oryang et Kasano. Mais je ne les imagine pas ressurgir dans l'intrigue dans ce prochain arc. D'un point de vue global, on voit vers où l'intrigue de Tower of God se dirige petit à petit. Une grande guerre dans toute la tour, entre les 10 grandes familles. Une scission, qui nous a été teasée depuis la fin de la saison 2 par Gustang, qui a pour élément déclencheur l'arrivée de Bam dans la tour, et pour réelle origine, l'ancien conflit qui a opposé V et Arlen à ses compagnons. Cependant, les chemins qui mèneront à cette guerre sont encore très flous, tout comme toutes les intrigues secondaires concernant les différents personnages. La suite à court terme, dans le détail, est donc assez difficile à prévoir, comme d'habitude en fait. Sue nous l'a bien montré avec cet arc d'Uni d'ailleurs, qui n'avait rien à voir avec ce à quoi on s'attendait lors du début de l'arc. Ce dont je vais justement pouvoir vous parler dans la vidéo d'analyse également. Voilà, c'est tout pour cette fois. Il y avait beaucoup d'infos donc j'espère que j'ai été clair et que je ne vous ai pas perdu.
Vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter, etc. Et je vous donne rendez-vous pour la vidéo d'analyse de l'arc qui arrive très bientôt et dans laquelle on va pouvoir aborder tout un tas de sujets super intéressants. Salut!